Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, nous approchons, nous approchons pas, nous sommes à la 18e émission de l'année. Vous rentrez de week-end, en tout cas j'espère que vous avez bien profité de ce 1er mai. Et cette émission va être organisée de manière un petit peu inhabituelle. Nous avons Ronnie Michali, la financière Galilée, qui va commencer l'émission. Et une fois n'est pas coutume, c'est Marie-Caroline Lemay qui la terminera. Pour tout vous dire, c'est l'anniversaire de son fils aujourd'hui. Et elle s'occupe du petit. Voilà. Alors, Ronnie, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ben, vous êtes un habitué. C'est la 3e fois qu'on vous reçoit. Beaucoup de nouveautés dans votre société. La première fois, on vous a reçu. Vous étiez une société de gestion et un gestionnaire de patrimoine. Société de gestion, chose assez classique. Gestionnaire de patrimoine assez classique. Puis, une petite révolution. Vous n'êtes plus vraiment un gestionnaire de patrimoine et vous êtes ce qu'on peut appeler une société de gestion un peu innovante, voire même carrément innovante, où vous avez essayé de trouver une nouvelle façon de créer de la valeur, une nouvelle façon de chercher des sociétés, une nouvelle façon de les comprendre et une nouvelle façon de les voir. Donc, ce que je vous propose, reprenez ce sujet, portez-le, expliquez-nous un petit peu ce changement, cette évolution, voire même peut-être cette révolution, et après, expliquez-nous un petit peu dans les détails comment vous faites. Eh ben absolument Bernard. J'avais eu l'occasion d'intervenir déjà sur la web radio, mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu pas mal de changements chez Financière Galilée. On est sorti finalement, c'est une décision stratégique, hein, on est sorti en tout cas partiellement puisqu'on a vendu la majorité de notre cabinet de gestion de patrimoine et on a acheté dès tout début d'année, on a fait l'acquisition d'une société de gestion qui s'appelle CEDEC Finance et que l'on va fusionner très très prochainement avec Financière Galilée pour passer totalement dans l'asset management, donc la gestion de portefeuille, dans les investissements boursiers de manière totale. Et pour récupérer aussi une expertise que l'on n'avait pas en interne, c'est une expertise obligataire. Donc actuellement, à la Financière Galilée, on a l'expertise de sélection d'actions, sélection de fonds, sélection de produits structurés et sélection obligataire maintenant avec l'acquisition de CEDEC Finance début d'année. Donc c'est vrai que c'est une petite révolution pour nous parce que ça fait depuis l'an 2000 qu'on est créé. On a toujours fait à la fois de la gestion de patrimoine et aussi de la gestion de portefeuille. Et c'est vrai que maintenant, on a décidé de vraiment franchir le cap, de se concentrer sur le cœur du business chez nous, c'est-à-dire la gestion de portefeuille en totalité. Et donc voilà, on laisse la gestion de patrimoine à des gens qui font ça très sérieusement, qui font ça certainement mieux que nous. Et on se concentre sur notre cœur d'activité qui marche bien et on essaie de capitaliser sur le bon momentum qu'on a actuellement à la Financière Galilée. Alors, c'est la gestion par thème ou la gestion thématique ou la gestion des thèmes. Comment vous l'appelez? Comment vous la qualifiez exactement? Exactement. En fait, chez Financière Galilée, on va faire une gestion qu'on appelle gestion multithématique. C'est-à-dire qu'on croit en fait que la gestion thématique n'est pas que satellite, elle est ce qu'on va appeler cœur de portefeuille. C'est-à-dire qu'on peut faire un portefeuille 100% avec uniquement les thématiques qui nous intéressent. Et ça, c'est assez innovant parce que effectivement, on a pas mal de sociétés de gestion qui font des investissements thématiques, qui font des fonds thématiques. On peut en citer quelques-unes, par exemple Pictet, ou on peut citer BNP Paribas, Asset Management, on peut citer Lombard-Odier. Voilà, il y en a pas mal qui font des fonds thématiques, qui proposent un fonds thématique, par exemple, sur l'eau, ou un fonds thématique sur le vieillissement de la population, ou voilà. Donc des thématiques vraiment qui sont des thématiques d'avenir, mais la possibilité de les mettre toutes ou parties, en tout cas celles qui ont du potentiel boursier dans un seul portefeuille, ça, c'est quelque chose qu'on propose chez nous, donc créer des portefeuilles 100% thématiques. Et ça, c'est unique aujourd'hui sur la place? À mon sens, on est très peu en tout cas à le faire. Je pense que de manière, disons, cœur business, il n'y a que nous qui le faisons, c'est-à-dire
qui pensons que de manière générale, on peut créer des portefeuilles à 100% multithématiques et qui en font le cœur du développement de la société. Il n'y a que nous. Il y a des gens qui font ça peut-être un petit peu de manière plus satellite. Mais globalement, nous, on part d'un constat qui est évident, c'est la gestion thématique, elle est en plein essor. La notion d'investissement thématique, finalement, c'est pas vraiment bien délimité juridiquement par la réglementation en vigueur, parce que un thème, finalement, ça peut être Ben vu de manière... justement, j'allais vous poser la question. Un thème, c'est quoi? Vous le définissez comment, vous? Alors nous, on a défini ça dans notre livre blanc. C'est le livre blanc de l'investissement thématique qu'on a publié l'année dernière. Et en fait, pour nous, une thématique d'investissement, c'est très simple. Elle doit être portée par une ou plusieurs méga-tendances et elle doit être structurelle, internationale et transversale. Structurelle, ça veut dire l'investisseur n'a pas à se poser de questions sur le business model de la thématique pendant les 20 prochaines années. Il ne faut pas qu'il y ait de questions, c'est-à-dire, je vous donne un exemple concret, le vieillissement de la population, on sait qu'il y a actuellement 1 milliard de seniors sur Terre. Il y en aura en 2050 à peu près 2,1 milliards. Donc, c'est un marché qui ne peut que croître en termes d'acteurs. Euh, donc, structurel, il ne faut pas se poser de questions sur le business model, le modèle Alors, économique de la thématique je vais vous poser pendant... une question. OK, Ouais. la population vieillit, on a nos statistiques, donc sauf surprise ou catastrophe ou quelque chose comme ça, on sait que les gens âgés vont... Il y en aura plus. Maintenant, les gens âgés, c'est tout. C'est-à-dire que les grandes surfaces, bah, elles accueillent des gens âgés. Donc, Carrefour peut rentrer dans la thématique des gens âgés. L'eau, les gens âgés boivent. La santé, les gens âgés se soignent, comme les enfants d'ailleurs. Mais enfin, euh, on peut ramener à ce thème tout. Comment vous faites pour dire, voilà, mon thème, c'est ça. Donc, on a bien compris, vieillissement de la population, c'est l'idée. Le thème, ce sont donc les sociétés qui vont profiter de ça et comment vous allez construire, on va dire, votre basket avec toutes les entreprises possibles, ensuite faire votre sélection A, B, C pour arriver aux sociétés que vous allez décider d'avoir. Bah ça, c'est l'excellente question qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est pour choisir une société qui fait 3% de son chiffre d'affaires avec le business des seniors, c'est pas une société qui rentre dans l'investissement thématique. Donc, on va vérifier. Nous, on a créé des indicateurs qui s'appellent les ITG, les indicateurs thématiques Galilée, qui nous permettent de comprendre, d'étudier, de quantifier et de mesurer les thématiques. Ça, pour le coup, vous me demandiez tout à l'heure si c'est original, ça, pour le coup, c'est unique. À mon sens, on a fait des recherches pour l'instant. On est les seuls à avoir créé des indicateurs thématiques qui permettent de suivre et de retracer toutes les thématiques et de leur donner un prix et un potentiel boursier. Et donc, Alors, je vais juste non. reprendre, pour que les auditeurs comprennent bien, je vais juste reprendre mon fil conducteur. Donc, si vous faites votre analyse et que vous vous rendez compte que les seniors représentent 2% du chiffre d'affaires et 1,8% des bénéfices de Carrefour, ça ne vous intéresse pas vraiment. Si vous vous rendez compte avec votre analyse que Carrefour se développe avec, par exemple, des horaires aménagés, avec des services de raccompagnement à la maison, avec une sécurité renforcée, avec une assistante, et que vous vous rendez compte que ça, qui font non seulement plus 3, mais qui font 4, mais qui vont faire 6 l'année prochaine et peut-être 8 l'année d'après, et que c'est un vrai secteur et une vraie réflexion chez eux, dans ce cas-là, vous la considérez comme thématique senior et potentiellement, si vous pensez qu'il y a du potentiel boursier, elle rentre dans votre fonds, c'est ça? Alors en fait, on est en train d'implémenter quelque chose qui s'appelle la mesure de la pureté de la thématique. Et alors, c'est pas 4, 5, 8 du chiffre d'affaires qu'il soit alloué à la thématique, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires de la société en question. Pour continuer sur cet exemple de la silver economy, donc toute l'économie qui tourne autour du vieillissement de la population, vous avez dans cette thématique principalement trois secteurs. Une partie du secteur de la santé, avec maisons de retraite, par exemple, la parapharmacie, les appareils auditifs, les appareils d'optique pour les seniors. Vous avez dans cette thématique également une partie du secteur des voyages et loisirs, avec notamment les croisiéristes. Les croisiéristes, en moyenne, ça fait 70% de leur chiffre d'affaires avec les seniors, hein, quand même. Et vous avez une partie du secteur de l'assurance, avec tout ce qui est prévoyance, dépendance. Et donc ça, c'est des boîtes qui vont faire tout ou partie
de leur chiffre d'affaires, donc 100% pour les maisons de retraite, bien sûr. Les croisiéristes, on est plutôt autour de 70%, mais disons des sociétés qui vont faire tout ou partie de leur chiffre d'affaires avec les seniors. Et grâce à ça, elles vont être reliées à ce thème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion thématique, c'est révolutionnaire. C'est une façon révolutionnaire de voir l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on va lier finalement l'étude et la construction du portefeuille à un thème plutôt qu'à une région, plutôt qu'à un secteur. Donc, on va plus dire on investit sur le secteur de la santé en Allemagne, on investit sur dans les émergents sur le secteur des matières premières. On ne raisonne plus comme ça, on raisonne par thème. C'est-à-dire combien du pourcentage du chiffre d'affaires de la société est lié à ce thème et est-ce qu'elle rentre du coup dans la thématique silver economy ou ville intelligente, cybersécurité ou encore des thématiques beaucoup plus transversales comme bien-être animal ou des choses comme ça. Alors, combien de thèmes vous avez identifiés? Alors, on a identifié 25 thématiques. Alors, attendez, je vous coupe tout de suite. 25 thématiques, c'est ce que vous avez identifié. Et donc Exactement. là-dessus, on va dire, entre guillemets, vous pourriez faire 25 fonds, mais vous avez décidé d'avoir plutôt de les intégrer dans un fonds et avoir un univers de votre multithématique. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que les thématiques ne sont pas éternelles. Oui. Donc, comment est-ce que vous jugez qu'une nouvelle thématique rentre et comment est-ce que vous pourrez être amené à juger qu'une thématique sort? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vieillissement de la population, donc on a cette thématique, mais si demain, il y avait par exemple à nouveau une très très forte natalité, en fin de compte, on sait que les vieux finissent par mourir malheureusement, et on se dirait, ce qui va nous arriver demain, c'est une population plus jeune, et donc ma thématique, elle existe toujours, mais est-ce que je la sors de mon multithématique? Comment est-ce que vous décidez ce qui est? D'abord, première question, est-ce que tous les thèmes que vous avez sélectionnés sont dans votre multithématique ou est-ce qu'il y a des thèmes que vous ne travaillez pas encore? Alors, on a identifié 25 thématiques qui ont des perspectives économiques. Mais avoir des perspectives économiques ne veut pas dire forcément avoir du potentiel boursier. Donc, pour qu'elles soient dans le portefeuille, il faut qu'elles ont des perspectives économiques. Donc, ça, les 25 en ont. Par contre, le potentiel boursier, actuellement, dans notre portefeuille, on n'a que 14 thématiques sur les 25. Pour répondre à la question aussi, comment est-ce qu'une thématique finalement sort ou rentre des 25? Eh ben, en fait, on revient à la définition. Si elle est structurelle, internationale et transversale, dans le sens multisectoriel, donc structurelle, pas de question à se poser pendant 20 ans. Internationale, elle touche tous les pays, puisque si c'est une thématique qui façonne le monde de demain, il faut qu'elle touche le plus grand nombre. Et transversale, multisectorielle. Si elle perd une de ces caractéristiques, donc dans votre exemple, si demain on a une très forte natalité à nouveau, eh ben, la thématique vieillissement de la population sortira puisqu'elle ne sera plus structurelle. Donc effectivement, on a 25 thématiques qu'on a divisées en 5 piliers, hein, révolution digitale et robotique, évolution démographique, transition énergétique, émergence des classes moyennes et nouveaux modes de consommation. Alors, Et donc, ces piliers, excusez-moi, ces piliers, c'est des fonds qui sont le plus présents dans, dans le fond. Donc, vous en avez 5 qui sont très présents et 9 qui sont périphériques. alors non, non, c'est-à-dire on a réparti les 25 thématiques qu'on étudie en 5 piliers. Donc il y a 5 piliers avec 5 D'accord. thématiques, ça fait 5 x 5, 25. Et Voilà. ces 5 fonds distincts où vous avez abandonné cette approche de fonds et vous avez un seul fonds multithématique. Non, non, on a un seul fonds multithématique, effectivement. Et donc, les thématiques vont être arbitrées en fonction de leur potentiel boursier. C'est-à-dire qu'elles ont toutes, comme je dis, des perspectives économiques, mais elles n'ont pas forcément toutes du potentiel boursier au tenté. Exemple, l'année dernière, avec la remontée des taux, toutes les thématiques où il y avait beaucoup de valeurs technologiques dedans, bah, du coup, n'étaient pas dans un bon momentum, parce que c'est vrai que c'est pas, la remontée des taux n'est pas favorable à ce type de valeur. Et donc, du coup, on a arbitré pour mettre d'autres thématiques dans notre portefeuille. Et cet arbitrage, il se fait automatiquement, en fait. C'est donc un multithématique. Alors, quand vous dites que vous arbitrez, ça veut dire que vous sortez carrément des thématiques ou vous diminuez leur pondération dans le portefeuille? Ah ben, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Il se trouve que la cybersécurité, par exemple,
On trouve que c'est une thématique qui a vraiment une croissance séculaire. Du coup, on l'a gardée, mais on a diminué sa pondération. La robotique et intelligence artificielle, l'année dernière, on l'a carrément enlevée. Donc, c'est ça. Alors, allez, il nous reste à peine que 30 secondes. Juste deux questions. Est-ce qu'il y a une thématique qui devrait rentrer très très vite ou qui est en train de frapper très fort à la porte du multithème parce que vous pensez qu'elle a toute sa place? Et est-ce qu'il y a une thématique qui pourrait en profiter pour être sortie et passer par la même porte mais dans l'autre sens? Oui. Alors, clairement, alors, forcément, moi je dirais plutôt une thématique qui a vocation à être renforcée, c'est clairement la cybersécurité, pour le coup, parce il y a donc une baisse un petit peu de l'inflation, les taux commencent à se calmer un petit peu, en tout cas sur la partie longue. C'est une thématique jeune qui évolue dans un monde hyper digitalisé maintenant, avec une importance qui a été catalysée par le télétravail, parce que c'est pas tout de mettre des gens en télétravail, il faut les mettre sur des clouds sécurisés avec des accès sécurisés. Il y a une explosion des VPN ces dernières années. Il y a un essor des plateformes de e-commerce, Internet des objets, intelligence artificielle, tout ça nécessite de la cybersécurité. Donc, s'il y a bien une thématique qu'on va renforcer maintenant que la hausse des taux s'est calmée, je pense que c'est la thématique cybersécurité. Pour les thématiques qui devraient sortir, euh, on a la thématique éducation qui est soumise quand même à pas mal d'aléas gouvernementaux et notamment en Chine. Et sur lesquels on n'a pas encore de visibilité totale par rapport à ce que le gouvernement chinois souhaite faire. S'il y a une thématique qui est un petit peu sur la sellette, ce serait celle-ci. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, c'était Ronnie Michali de la financière Galilée avec la gestion multithématique. Merci Merci beaucoup, Bernard. Ronnie, et à très bientôt. Au revoir. À très vite. Voilà, et c'est maintenant le tour de nos trois petits débats, donc toujours la même chose, un débat sur un édito, un débat sur un point marché, et ensuite une concentration sur un fond de notre invité d'aujourd'hui. Notre invité, c'est Harry Volandler, qu'on a connu l'année dernière quand il était à Hamilton, et qui revient chez nous, qui a failli revenir en étant Mescart Hamilton, mais qui revient en étant que Mescart. Donc, merci de revenir, merci de participer à ces débats et on écoutera votre fond qui a changé de nom, mais qui reste le même fond. J'ai un petit retour de bruit, donc attention à quelqu'un. Donc, Harry, il va falloir mettre en place votre micro pour pouvoir parler. Étienne a déjà mis son micro, c'est parfait. J'ai lu il y a quelques jours un article. J'ai toujours un petit retour de bruit, je ne sais pas d'où il vient ce bruit. Donc, j'ai lu il y a quelques jours un article sur les échos qui parlait des inégalités moins grandes qu'on le croit du fait de la redistribution. Et c'est là-dessus qu'on va débattre. Donc, des inégalités moins grandes qu'on ne le croit. En France, nous avons la passion de l'égalité et nous nous exprimons collectivement cette égalité par une farouche volonté de redistribution. Le seul argent qui est donné à tous sans condition de ressources sont les allocations familiales, mais cela ne représente plus rien. 142 € par mois pour 2 enfants. La gauche revient souvent avec une idée de plafonner les plus hauts salaires avec un multiple de salaire minimum 10, 50, 100 fois, ce qui devrait, soi-disant, nous amener à une société plus juste. Mais peu parlent de la redistribution directe ou indirecte qui permet à ceux qui gagnent le moins de vivre aussi bien qu'ils gagnent à ceux qui gagnent un peu plus et pas vraiment moins bien que ceux qui gagnent beaucoup plus. Il existe deux sortes de redistribution. La redistribution visible, les allocations, les aides diverses et variées que les ménages les plus modestes peuvent toucher. La redistribution invisible, la santé, l'éducation. Certains parlent même de police, puisqu'on parle même que, en fin de compte, c'est un niveau de qualité de vie d'être protégé et d'être sécurisé. Et tous les services publics en général, nous bénéficions de tous les mêmes, de la justice, les hôpitaux, les routes, des espaces publics, des jardins, des parcs, des musées dont l'entrée peut être gratuite dans certains cas, ou dont l'entrée peut être rendue gratuite à des gens montrant une certaine indigence ou étant au chômage, ou à des étudiants qui, par définition, n'ont pas de revenus. Un récent rapport montre que 30% des Français reçoivent en aide directe plus qu'ils ne versent, et que ce sont 60% des Français qui reçoivent plus qu'ils ne payent en aide indirecte. Les 5% des Français les plus aisés ont touché 40 fois plus de revenus
primaire que les 5% les moins aisés. En revanche, après redistribution au sens large, il leur reste que 5 fois plus d'argent. Donc après redistribution et après prélèvement des impôts. Autrement dit, la machine à redistribuer divise presque par 10 l'écart. D'autres écarts sont aussi sensiblement réduits, celui des familles monoparentales versus les familles avec 2 parents, grâce aux aides, et celui des familles parisiennes où les salaires sont plus élevés à Paris que les provinces. Cette fois-ci, j'ai encore un retour de bruit, cette fois-ci du fait de la cherté des loyers parisiens, et j'ai pas envie de dire du fait que ce soit bon marché ailleurs, mais en tout cas, des prix nettement plus raisonnables des loyers non parisiens. Donc, pour donner un exemple, il n'y a aucune commune mesure entre le prix du mètre carré en location à Paris ou le prix du mètre carré en location à Saint-Étienne. C'est une évidence. On doit être dans un ratio de 2 fois moins ou de 2 fois et demi moins. Et voilà les sujets sur lesquels j'aurais aimé vous faire réagir et j'aimerais bien qu'on débatte. Allez, Étienne, David n'est pas là, c'est vous qui démarrez, vous gardez la place de Sanso. Vous en pensez quoi et comment avez-vous envie de réagir à cela? C'est un sujet, merci Bernard, c'est un sujet extrêmement intéressant, très vaste. Moi, je l'approcherai avec ma casquette de stratégiste et de formation économiste. Et je reviendrai peut-être, si vous me le permettez, un cran en arrière pour expliquer qu'est-ce qu'on a cherché à faire sur l'histoire notamment de la France, mais également des pays développés sur les 2-3 derniers siècles. Alors, je vais aller très vite, mais l'idée commence au XVIIIe siècle et s'ancre, se cranque réellement au 19e siècle avec l'idée suivante, c'est que quand on n'a rien à perdre, parce qu'on est dans la misère la plus absolue, alors on fait des révolutions, on met le feu, on fait des barricades. C'est ce qui s'est passé quasiment tout le 19e siècle. Et la façon dont on a traité la problématique de l'égalité au départ, de réduire les égalités, c'était de donner des choses à perdre aux gens qui n'avaient rien à perdre. Et donc, ça commence par la création du livret A en 1818, si ma mémoire est bonne, avec Benjamin de Lesseps. Et ensuite, de manière plus importante, la création des caisses d'épargne sous la Troisième République. La Troisième République a été la République qui a cherché à réduire les inégalités dans un monde qui était profondément inégalitaire. Et donc, la première approche, c'était l'épargne. Ce saut étant fait, je reviens désormais à notre monde à nous. Ce dont on s'aperçoit, c'est que cette redistribution, on est passé donc de l'épargne à la redistribution massive. Ça, ce sont les 5-10 dernières années. C'est ce qu'on a appelé aux États-Unis la NMT, la New Monetary Theory. Donc, nouvelle théorie monétaire économique qui était la suivante, c'est que dans un environnement où il n'y a pas d'inflation, dans un environnement où les taux sont bas, voire négatifs, les États peuvent faire du déficit budgétaire, donc de la redistribution. Et en plus, c'est financé par les banques centrales qui rachètent les emprunts d'État. Donc ça, c'est le quantitative easing. Et donc, c'est ce qu'on a pu vivre jusqu'en 2021, c'est-à-dire la résurgence de l'inflation. Et ça, c'est pas neutre. C'est même pas du tout neutre, car cette redistribution, c'est pas qu'en Europe, c'est également aux États-Unis. Beaucoup s'interrogent sur ce regain d'inflation et pourquoi ce regain d'inflation ne touche pas que les services, mais touche également les biens. Et donc là, je reconnecte avec mon métier d'économiste au passage. Et donc, on s'aperçoit que les diverses redistributions aux États-Unis, c'est de l'allocation familiale, c'est des économies d'impôts, et c'est très concret. Ça représente plus de 250 milliards entre 2019 et ça s'est arrêté en début de cette année. On estime que l'excès d'épargne engrangé par les 50% des Américains les plus pauvres, ça s'élève quasiment à 1000 milliards, ce qui est colossal, et ce qui explique la progression réelle des salaires, qu'on estime, quand on réintègre tout comme vous l'avez fait pour la France, on est autour de 9%, et qui montre que l'inflation a du mal à se résorber. Donc ça, c'est là où on est. Et la question qui peut se poser, c'est où on va. Dans un environnement où la NMT ne marche plus, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de l'inflation. L'inflation, ça fait mal, ça accroît les inégalités. La deuxième, c'est que les taux augmentent. Et la troisième, c'est qu'on a un problème de dette partout, en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très prégnant en ce moment. Il y a cette renégociation sur le plafond de la dette. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle forme va prendre ce besoin de limiter les inégalités.
Alors, attendez, une je intuition. vous interromps, Étienne, parce que vous avez dit beaucoup de choses et on va voir un petit peu avec nos autres invités. Mais en tout cas, il y a une approche et elle est extrêmement intéressante, cette approche. Et pour tout vous dire, je n'y avais pas pensé. Euh, Souvent, on parle de la financiarisation de la société, de la financiarisation de l'industrie et de pas mal de choses comme ça. On a un retour, je pense, qui vient de chez vous, Harry Volondaire. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'en fin de compte, il y a aussi une financiarisation de la redistribution. Donc, si on pense que la redistribution, c'est l'équité, on a aussi une financiarisation de l'équité. Et en fin de compte, on aurait complètement changé de modèle. On va dire le modèle du 19e et 20e siècle, c'était trouver les pauvres et leur donner un peu plus pour qu'ils soient un peu moins pauvres. Et maintenant, on rentrerait dans un modèle complètement différent. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. On n'aura pas le temps de développer et d'approfondir ça, mais ça pourrait faire l'objet, même pas d'un sujet de radio, mais d'une thèse. Harry, Oui. on en vient à vous. Mettez en place votre micro. Et Voilà, on a votre micro. Alors, vous en pensez quoi, vous? Alors, des inégalités, de cette redistribution et éventuellement, mais vraiment en une minute, de la financiarisation de cette redistribution. Est-ce que c'est un concept auquel vous aviez déjà réfléchi ou est-ce qu'Étienne vient de vous mettre la, comme disent les Anglais, de seed is in, la graine à l'intérieur et maintenant vous allez y réfléchir? alors, je voudrais dire quand même deux choses. La redistribution, naturellement, est quelque chose de très important, et particulièrement en France, où on a la passion de l'égalité. Mais je dirais que deux choses. On oublie un peu encore que je pense que le pouvoir politique en est conscient, et d'où les réformes structurelles au niveau de l'offre qui ont été mises en place euh, par le président actuel et même par le président précédent, mais avec une opposition culturelle très forte en France. C'est que c'est très bien de redistribuer, mais il faut également créer les conditions de richesse qui permettent de redistribuer de la richesse. Donc, il faut trouver un équilibre entre la redistribution qui permet notamment aux couches les plus pauvres de faire face à des crises comme celle du Covid, mais il faut recréer de la richesse pour pouvoir financer notre modèle social. Et deuxièmement, pour faire réactiver notamment la possibilité, l'ascenseur social pour les couches les plus défavorisées. D'autre part, au niveau de la politique monétaire, je pense que la politique monétaire a surtout bénéficié aux couches les plus riches et notamment aux propriétaires de l'immobilier. Je pense qu'une des inégalités principales en France aujourd'hui se creuse entre les propriétaires et les locataires. Et donc, la politique de taux zéro, voire de taux négatif, en fait, a enrichi de façon considérable les propriétaires, que ce soit d'actifs financiers ou d'actifs immobiliers, au détriment des salariés. Donc, il faudra retrouver un équilibre dans une politique monétaire un peu plus sensée. Ok, alors là, on a un éclairage qui est un petit peu différent. Donc, on va dire, on a l'éclairage du comptable. C'est bien de redistribuer, mais attention, si on commence à redistribuer ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a pas créé, on va créer d'autres problèmes peut-être plus graves que la redistribution. Et après, un autre sujet aussi qui est un vrai sujet, celui-là, c'est que les gens qui, avant la baisse des taux, avaient la chance d'être déjà propriétaires, donc ou propriétaires de résidence principale ou déjà investisseurs, en fin de compte, et s'ils étaient endettés, souvent on dit que l'inflation efface la dette, mais là, la baisse des taux n'a cessé de diminuer la dette du fait de la diminution des mensualités par la baisse des taux, a redonné de nouvelles marges de manœuvre à à ces propriétaires pour pouvoir investir et pour pouvoir développer du capital. Et c'est vrai qu'on regarde dans les 6, 7, 8 dernières années, on a cet écart et ceux qui sont propriétaires ou qui ont pu acheter vont créer beaucoup de valeur. Ceux qui sont locataires, avec la hausse des loyers et les loyers corrélés à l'inflation et les salaires sont corrélés à l'inflation, mais pas vraiment et pas autant que ça, vont plutôt connaître des soucis. Donc ça, c'est une deuxième approche. Et on va maintenant se tourner vers Julien Milinkiewicz, juriste chez Wellings, donc, et voir un petit peu, j'espère, une troisième approche et un troisième point de vue là-dessus.
Et moi, j'aimerais juste dire une chose par rapport à cette redistribution, c'est qu'il y a toujours deux théories. Un proverbe chinois, il dit quand on donne, on peut donner ou un poisson ou une canne à pêche. Si on donne un poisson, on nourrit la personne, mais dès le lendemain, il faut lui donner un autre poisson. Si on lui donne une canne à pêche, on pourrait dire le premier jour, elle va jeûner, mais ensuite, elle va pêcher du poisson et elle va manger avec abondance, en tout cas sans qu'on ait à lui donner. Et ce que je voulais dire, c'est que dans notre système, il était magique, puisque un des éléments fondamentaux de la redistribution, c'est l'éducation. Pour mémoire, l'éducation, juste qu'on ait les chiffres en tête, c'est 150 millions d'euros par jour. Donc, du temps des francs, c'était plus facile, c'était 1 milliard par jour. C'était à peu près plus facile à compter. Là, on est entre 150 et 160 millions d'euros par jour, samedi et dimanche inclus, quand on fait les calculs. Est-ce que redistribution avec succès à l'école fait que notre ascenseur social fonctionne et en fin de compte, petit à petit, on a plus de gens présents pour donner et moins de gens présents pour recevoir? Et est-ce que ce n'est pas la problématique de l'école qui fait que notre redistribution est en train de nous étouffer, de nous engloutir et qu'on est peut-être en train de se noyer dedans? À vous, Julien, vous pouvez utiliser ce prisme ou un autre prisme. Ouais, bon, bonsoir à tous, bonsoir Bernard. Effectivement, les inégalités, c'est surtout en ce jour de 1er mai, ben, c'est vraiment une passion française, hein. C'était déjà le sujet de Tocqueville, hein, et ça fait bien évidemment écho aux revendications sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation depuis quelques mois. Moi, j'axerais aussi le sujet sur cette perception des inégalités. Il y avait une récente étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès qui avait interrogé des ressortissants de 12 pays, hein, hors Union européenne, et qui demandaient si leur société était juste ou injuste. 75% des Français, ce n'est pas une surprise, considéraient que leur société était injuste. On était dans le classement juste derrière le Brésil, qui, je pense, a quand même d'autres problématiques. Et bien évidemment, la deuxième question, c'était de demander aux Français si sur les 10 dernières années, les inégalités avaient augmenté ou diminué. Sans surprise en France, les inégalités, pour les interroger, ont fortement augmenté. Sauf qu'en France, c'est les inégalités en termes de salaire, en termes d'accès au logement, surtout dans l'agglomération parisienne, vous l'avez un petit peu évoqué dans votre édito, qui ressort. Alors que dans d'autres pays, c'est plutôt les inégalités par rapport à l'accès aux soins, par rapport au patrimoine, par rapport à l'éducation. Vous parliez de l'école, on est quand même bien conscient que sur les 20 dernières années, on a peut-être une financiarisation de l'économie qui a quand même étiré le marché du travail, hein. Vous avez quand même d'un côté des salariés dans le privé qui gagnent bien leur vie, qui sont somme toute relativement satisfaits et qui ressentent moins les inégalités que des salariés du public, fussent-ils diplômés, mais qui sont frustrés par leur manque de moyens, leur faible rémunération. Ce qui d'ailleurs, l'année dernière, expliquait en partie dans les grandes agglomérations le vote Mélenchon. À cela s'ajoute quand même la peur du déclassement, à cela s'ajoute la faillite de l'école, vous l'avez un petit peu parlé, une méritocratie qui fonctionne un petit peu moyennement. Donc, je pense que les élites ou les politiques, ils ont un petit peu tort, peut-être comme vous l'avez fait dans votre édito, je me permets Bernard, de mettre en face de la population des chiffres froids en disant oui, les inégalités, elles se réduisent. Peut-être vrai statistiquement, mais si vous avez la population qui ne le ressent pas, je ne dis pas que j'ai la solution, mais peut-être c'est difficile d'opposer simplement des chiffres froids d'économistes ou autres et de dire oui, effectivement, statistiquement, les inégalités se sont réduites par la redistribution, etc., si la population en face le ressent pas. Et là, vous faites montrer les différentes frustrations ou autres qui s'expriment par différentes voies. Donc, est-ce que ce ne serait pas justement un devoir de pédagogie? Je ne dis pas que j'ai la solution, mais moi, j'irais plutôt justement sur cette perception des inégalités plutôt que sur des chiffres bruts qu'on met parfois en face de la population. Très bien. Ah, c'est le 1er mai, c'est le 1er mai, c'est mon côté un petit peu anard. Non, mais c'est quelque chose de très intéressant. Donc, il y a la perception de. Enfin, donc, on n'est pas dans la perception de l'inégalité. Il faudrait accélérer la perception du comblement de l'inégalité par les mesures gouvernementales, c'est-à-dire il faudrait dire à quelqu'un attention, ok, on vous a donné l'école pour les enfants, on vous a donné la santé pour les enfants, on vous a donné le musée gratuit, on vous a donné l'accès au parc gratuit, on vous a donné l'accès à la justice gratuite, puisque quand vous êtes en dessous d'un certain seuil et que vous vous sentez lésé, vous pouvez aller en justice et vous ne payez pas
les frais d'avocat. Vous avez un avocat qui va vous aider gratuitement. Donc, il y a peut-être peut-être de mieux lister et de mieux dire, mais après, et là je suis d'accord avec vous, il y a l'acceptation. Est-ce que la personne en face va pas dire, attendez les gars, moi, votre musée, j'en ai rien à faire, j'ai besoin de 50 € de plus par mois parce que j'arrive pas à aller au restaurant, ou parce que l'année dernière, on allait au restaurant qu'une fois et j'aimerais bien y aller au moins une fois par trimestre. Et le musée, de toute façon, on n'y va pas, c'est pas pour nous, on y comprend. Donc voilà un petit peu les choses. Alors, vous avez eu 4 visions différentes d'un même texte, ou 4 analyses différentes, ou 4 résonances différentes. On va maintenant laisser Étienne Gorgeon. Étienne, vous avez 1 minute pour donner un petit peu votre conclusion là-dessus. Vous avez démarré, vous avez entendu des aspects différents. Et ensuite, vous démarrez directement sur votre point marché auquel on réagira après. Moi, par rapport à ce qu'on a dit, ce que je dirais, c'est que, encore une fois, la problématique d'égalité ou d'inégalité, ce n'est pas uniquement un problème français, c'est un problème mondial. Et pour reprendre l'expression de notre président, on a dépensé un peu de dingue, et pas uniquement en France, aux États-Unis et en Europe de manière générale, et j'inclus l'Angleterre. On sous-estime également les pays anglo-saxons. On a un problème de son, Étienne. On a un problème de son. Il y a du grésillement de tous les côtés, comme si vous aviez un mauvais réseau, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Si je ne bouge plus, est-ce que c'est mieux, Bernard? Non, on a un vrai problème de son là. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer d'un système à un autre, si vous me le permettez. À ce moment-là, je vous laisse peut-être. Attendez. Ça marche. Allez, Étienne, c'est à vous. Après ce petit incident technique, on vous écoute. En fait, l'idée, c'est ce que je disais. Enfin, le point que je voulais faire, c'est que la problématique de résorber ou de limiter les problèmes d'inégalité, c'est pas uniquement français, c'est européen, c'est américain. Je rappellerai que, pour reprendre l'expression de notre président, on a dépensé un fric de dingue partout. Aux États-Unis, c'était 300 € par ménage par semaine. La redistribution, c'est vraiment une thématique la réduction des inégalités, c'est vraiment une thématique qui touche tout le monde. Moi, le point que je trouve intéressant, pour reboucler avec la France, c'est que, et reboucler avec ce qu'ont dit mes collègues, c'est qu'il y a une différence entre égalité et égalitarisme. Et c'est vrai qu'en France, on a plus qu'une passion pour l'égalité, on a parfois une tentation pour l'égalitarisme. Et là, le point, moi, que je ferai humblement pour finir sur ce sujet, c'est qu'effectivement, on équilibre très, très mal l'entrepreneuriat, la vigueur de l'économie quand on pénalise trop ceux qui prennent des risques. Que l'égalitarisme, c'est un sujet politique, l'égalité, c'est un sujet économique et de société. Et que si on bascule trop dans l'un, on s'éloigne de ce qu'a fait la France pendant la Troisième République. Hein, c'est un nivellement par le haut. On élève tout le monde. Le risque ou la tentation de l'égalitarisme, c'est évidemment un risque de nivellement par le bas et des classements dans l'éducation, les maths, etc., qui baissent, etc., qui continuent de baisser. Le lien avec les marchés, je ferai le suivant, et il y en a un qui est totalement prégnant, c'est évidemment le plafond de la dette aux États-Unis, discussion très rugueuse entre les démocrates et les républicains. À l'intérieur des républicains, on comprend que c'est un combat déjà pour essayer de maîtriser ou de comprendre ce qu'eux veulent. Et eux veulent des coupes, veulent des baisses dans les dépenses. Donc ils ont réussi à trouver un accord du côté de la Chambre qui passera probablement pas le Sénat. Je rappellerai quand même une chose, c'est qu'on se dit toujours à la fin ça va passer. Parce que pour l'instant, c'est toujours passé. On a évité le défaut de la dette. Je rappellerai quand même que la dernière fois, ça s'est fait à 2 jours près. Et que depuis 2011, puisque ça s'est fait en 2011, on a probablement des positions qui n'ont jamais été aussi polarisées à l'intérieur du Congrès. Évidemment, je ne serai pas de ceux qui pensent qu'il faut miser ou anticiper le pire. Je dis simplement, attention, c'est un sujet qui peut revenir assez fortement sur les marchés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a encore un tout petit peu de marge de manœuvre en termes de négociation de temps. Ça évolue entre juin et août. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vers fin août. Mais c'est quand même un sujet à regarder. L'autre sujet, c'est qu'on est toujours dans un environnement macroéconomique et de marché où vous avez aux États-Unis en particulier, c'est un peu moins vrai, et dans une moindre mesure en Europe, une économie manufacturière aux États-Unis qui est en récession, et qui est vraiment en récession,
et celle des services qui est en pleine expansion. Dit autrement, on a le consommateur américain, et donc ça c'est porté en grande partie par également les moins favorisés, hein, les 50% des Américains qui sont les moins favorisés, mais qui dépensent parce qu'ils ont de l'épargne. Ils ont beaucoup d'épargne, ça dépense, et ça se retrouve dans les services, ça se retrouve également dans les biens, dans une certaine mesure, mais ça se retrouve réellement dans les services. Et à côté de ça, il y a des ces anticipations entre d'un côté la récession et de l'autre côté la croissance, vous les retrouvez également dans les anticipations de baisse de taux d'ici quelques mois aux États-Unis. Donc tout ça est assez fascinant. Pour savoir où on va, et c'est un peu ce que nous on essaye de faire dans nos portefeuilles, c'est que quand on est dans des environnements de rupture, hein, c'est qu'on n'a jamais augmenté les taux aussi fort sur une année calendaire aux États-Unis, et c'est arrivé une seule fois en Europe. On n'a jamais augmenté les taux aussi fort dans des environnements de dette aussi élevés un peu partout, probablement un peu moins au niveau du consommateur, mais autrement sur les autres agents économiques, et que donc le risque de rupture ou de récession est probablement plus élevé et plus fort que ce qu'anticipent les marchés, ou en tout cas le marché action pour le moment. Le marché des taux, c'est une question, puisqu'il anticipe des baisses. Et nous, notre point, c'est qu'il faut garder des portefeuilles qui sont relativement mesurés en risque tant qu'on n'a pas plus de visibilité. L'histoire nous dit deux choses. L'histoire de l'économie depuis la Seconde Guerre mondiale nous dit que l'inflation devrait commencer à réaccélérer, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il est très compliqué de juguler à très court terme une inflation qui a cassé les 8-9. Ça, c'est ce que nous enseigne l'histoire. La deuxième chose, c'est que sur les 13 derniers cycles haussiers aux États-Unis, il y en a eu 10 qui se sont soldés par une récession. Donc, il n'est pas impossible que derrière cet enthousiasme, qui s'explique au passage par le fait que, contrairement à une idée reçue, on n'était pas en quantitative tightening sur les 5-6 principales banques centrales, mais en quantitative easing. Vous avez la Réserve fédérale qui, à cause des problèmes sur les banques, ont rajouté de la liquidité, la PBOC en Chine a rajouté de la liquidité, la BOJ a rajouté de la liquidité. Bref, en cumulé, les stratégistes de Citi estiment que ça explique 10% de hausse sur les marchés actions, cette hausse de la liquidité qui devrait s'estomper dans la deuxième moitié de l'année. Et on va revenir aux choses plus macro. Et les choses plus macro, c'est une inflation qui se stabilise, mais qui donne des signaux de réaccélération, et une économie qui, historiquement, devrait pointer vers une récession. Nous, notre point, c'est qu'on est très bien, pour nos clients, dans nos fonds très défensifs, obligataires. Donc, on aime bien le crédit très court terme, dans des sens objectifs durables 2024, 5 de rendement, une année et quelques de maturité moyenne. Ça, on est content on pense que pour nos clients, c'est le bon endroit. Un peu de rendement et très peu de risque. On aime bien des stratégies short duration. C'est ce qu'on fait également dans notre fonds Senso Short Duration. Donc, défensif, des belles boîtes qui ont assuré leur refinancement pour les 12-18 prochains mois. On est sur le point de courbe où il y a le plus de rendement. On a énormément d'échéances qui arrivent à maturité cette année, ce qui nous permet de réemployer des investissements sur des taux plus hauts, puisque la Banque centrale va augmenter ses taux la semaine prochaine et probablement encore 2 fois après la semaine prochaine. Donc, ça nous permet de réemployer à des meilleurs rendements. Ça nous permet également d'atténuer des éventuels chocs s'ils devaient se produire. On trouve que c'est l'endroit où on se sent le mieux pour nous et nos clients. Alors, donc vous, ce que vous voyez, c'est une baisse du marché action dans la deuxième partie de l'année? Moi, ce que je dis, c'est que dans les environnements un peu flous, dans les environnements de rupture, on se réfère à ce que l'histoire nous enseigne, et l'histoire nous enseigne que logiquement, ça va être un peu compliqué sur les marchés à risque. Et que le playbook, si vous me permettez cette expression, Bernard, pour l'instant, se déroule vraiment admirablement bien. Si je peux utiliser cette expression, c'est que ça commence par beaucoup d'injections de liquidités. On voit l'inflation qui remonte en 2021, les taux qui remontent ensuite. Donc ça, c'est la troisième phase, 2022, très fortement. Les accidents, et c'est toujours la même chose, ce déroulé que je vous décris, il est arrivé 10 fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les accidents, c'est les fonds de pension en Angleterre, c'est les banques régionales aux États-Unis, c'est la tech l'année dernière. Enfin bref, tout ce qui a causé un peu de volatilité. Et en général, la dernière jambe, c'est-à-dire la cinquième, c'est une économie qui ralentit fortement et des actifs risqués qui baissent. D'accord. Alors, je vais juste faire une remarque et ensuite on va demander à Harry Vollenvert de réagir là-dessus. Harry, ça va être à vous. Alors, ma remarque, c'est OK pour l'historien,
OK pour l'histoire. L'histoire est riche d'enseignements et l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Mais enfin, pas je pense, je suis sûr, je suis persuadé, et on le voit tous les jours, quelque chose a fondamentalement changé. C'est-à-dire que si on considère que la puissance publique, étatique, parapublique, les organismes financiers X, Y et Z sont les pompiers ou sont les réparateurs qui peuvent aménager, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait. Et je vais prendre un parallèle avec l'histoire, c'est-à-dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on avait des types de guerre sans bombes nucléaires. On a maintenant l'arsenal nucléaire, et on voit que depuis la Seconde Guerre mondiale, aucune guerre n'a pris ne serait-ce qu'un dixième de l'ampleur de la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a eu beaucoup de guerres, on a même certaines oubliées, du fait de ces nouveaux arsenaux. Aujourd'hui, on a avant, les banques centrales mettaient des coups de marteau, et des fois d'ailleurs, elles les mettaient à côté. Et aujourd'hui, c'est plus des coups de marteau qu'elles mettent, c'est même pas des coups de masse. On a complètement changé de dimension avec ce qu'elles sont capables de faire pour éteindre un incendie. Soyez pas impatient, Étienne. C'est Harry qui va répondre et après on revient à vous. Harry, on Et vous la écoute. question? Alors, la question, c'est, Étienne nous explique que si on se réfère à l'histoire, il y a beaucoup de chances que la deuxième partie de l'année soit une année baissière dans les actions, qu'il faut donc être très très prudent, et qu'aujourd'hui, il privilégie plutôt des obligations, plutôt des short duration, et plutôt des Ouais. choses comme ça. Alors, Donc vous êtes un gérant action. Attention, on ne va pas parler de ce qu'on va parler tout à l'heure ensemble de votre fonds, on va plutôt parler de ce point de vue. Est-ce que vous aussi, pour les mêmes raisons ou pour d'autres raisons, vous anticipez une deuxième partie de l'année compliquée, voire baissière? Ou alors, est-ce que vous avez un autre point de vue? Alors, au niveau des marchés, tout dépendra naturellement de la trajectoire de l'inflation et de la réaction des banques centrales. Alors là où je suis d'accord, nous vivons actuellement d'ores et déjà dans une récession manufacturière, notamment aux États-Unis, mais les dernières PMI en Europe montrent également un fort ralentissement de l'activité manufacturière en Europe, ce qui s'explique notamment aussi par le déstockage actuellement en cours. Mais c'est la raison pour laquelle, on va en parler tout à l'heure, il faut être plus défensif dans l'allocation sectorielle. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes très réservés sur les aspects les plus cycliques de la cote. Mais ça ne veut pas dire que les indices, et tout dépend aussi des indices, on le voit depuis le début de l'année, ça dépend de la configuration sectorielle des indices, et ça dépendra également naturellement de la trajectoire économique de la Chine. Est-ce que le consommateur chinois, qui a été bridé pendant 3 ans, va avoir un comportement au moins similaire à celui des pays développés après l'ouverture de leurs économies? Juste une question avant de revenir à Étienne. Est-ce que le consommateur chinois a été autant gâté que le consommateur européen ou américain, et a, pendant cette période de disette un petit peu, constitué les mêmes réserves qu'il y avait en Europe et aux États-Unis? Harry, c'est pour vous la question. Alors, en ce qui nous concerne, on estime qu'il y a une épargne très significative qui a été accumulée par le consommateur chinois, parce que ça durait quasiment pendant 3 ans au lieu d'une période beaucoup plus courte qu'en Europe. Naturellement, ça va être mitigé par la lenteur de la reprise de l'économie chinoise, qui a d'autres problèmes, le problème de la démographie, mais aussi le problème de la crise immobilière. Donc, je dirais qu'on s'attend quand même à une reprise significative de la consommation à travers les voyages et la consommation de produits de luxe en Chine, mais à une reprise beaucoup moins forte dans l'activité manufacturière. Donc là aussi, ça devrait peser sur la progression à attendre des matières premières, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les pays développés en ce qui concerne la trajectoire inflationniste. Allez, on revient Bon, à vous. Merci, merci Harry. On revient à vous, Étienne. Donc, j'ai vu que vous aviez 2-3 choses à dire. Ah oui, parce que ce que vous avez dit, Bernard, c'était extrêmement intéressant. Je pense que c'est le point central de ce qui devrait, enfin, un des enjeux de ce qui pourrait se passer dans les prochains trimestres.
c'est qu'à la différence des années précédentes ou des décennies précédentes, là, vous avez au bas mot 60 points de dette de PIB en plus des deux côtés de l'Atlantique. Et vous avez de l'inflation. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'en réalité, les États et les banques centrales, donc la Fed, la BCE, la BOE, etc., ne sont pas en réalité empêchées et que ce qu'elles ont pu faire dans le passé, elles ne pourront plus le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que panique générale au mois de mars au niveau de la Fed à cause des banques régionales US. Elles ajoutent un peu plus de 300 milliards de liquidités dans le système, entre 300 et 400. Résultat final, on se retrouve non plus en QT aux États-Unis, mais en QI. Juste aux États-Unis, là, je ne parle pas des 5-6 plus grosses banques centrales. Résultat, les marchés actions montent. Résultat, l'inflation repart. Je suis persuadé qu'on est dans un monde où il va falloir que ça purge parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à nous. Je ne le retrouve pas beaucoup, je dois avouer, chez mes homologues et concurrents. Je pense profondément que les budgets des États sont désormais empêchés et que les banques centrales, tant qu'elles n'auront pas réussi à résorber l'inflation, auront beaucoup moins de marge de manœuvre. Et que donc, ce poids de la dette est désormais un frein à ce que les banques centrales ont pu faire dans le passé. Okay. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas l'utiliser au passage. Hein. Elles l'ont fait au mois de mars. Elles l'ont fait, mais le problème, c'est que quand elles l'utilisent, elles passent de quantitative tightening à quantitative easing. Ça donne un appétit pour le risque dans les marchés et on commence à percevoir des chiffres d'inflation qui sont beaucoup plus résilients que ce à quoi on s'attendait. C'est un dilemme extrêmement compliqué à résoudre. Pour moi, le dilemme, il se nomme, on peut l'expliquer en une phrase, c'est gestion de l'inflation face à la gestion de la stabilité financière. Mois de mars, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que les grands enjeux des banquiers centraux dans les prochains trimestres, ça va être gestion de l'inflation en face de la gestion de la stabilité financière. J'augmente les taux, je crée de l'instabilité financière, je baisse les taux, je refais partir l'inflation. Ok. Alors, Julien, je vais vous laisser conclure. Vous avez entendu beaucoup de choses. Globalement, c'est, en fin de compte, le point marché, on a un peu bougé sur une espèce de prospective sur la deuxième partie de l'année. Vous avez rappelé qu'on est le 1er mai, en fin de compte, on est le 2 mai, et il y a un proverbe qui dit sell in May and go away. Alors, est-ce que c'est le moment de vendre? Avril a été plutôt bon, hein, on avait eu raison de ne pas se découvrir d'un fil en avril. Là, le proverbe, il a été respecté. Allez, est-ce que c'est le moment de partir voir ailleurs? Est-ce qu'il faut rester juste défensif? Est-ce qu'il faut se méfier comme de la peste des cycliques, comme disait Harry? Comment vous voyez ça? On vous laisse conclure et après, ce sera Harry qui enchaînera sur son feu. Comme vous le savez, nous, chez Willins, en tant que compagnie d'assurance, on travaille avec plus de 200 gérants. Donc, des updates sur les marchés, on en a régulièrement. Mais effectivement, je ne veux pas dire qu'on est en contact tous les jours avec les 200 gérants, mais 3 gérants sur 4 sont assez positifs pour les raisons que vous avez évoquées pour la deuxième partie d'année. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que les clients le sont également. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, la guerre en Ukraine, on n'en parle plus. L'inflation, ça y est, on a atteint le pic et on anticipe déjà une baisse des taux en 2024. La mini-crise, la crise bancaire, entre guillemets, la mini-crise bancaire, ça a duré 2 jours et les indices sont immédiatement, en tout cas 2 semaines après, on n'en parlait plus. Donc, c'est vrai que vous avez toujours une sorte d'optimisme aussi insurmontable des clients. Moi, pour ma part, à titre personnel et en tant que petit investisseur, je pense que la deuxième partie d'année sera, pour les différentes raisons qu'a évoquées Étienne, entre autres, un petit peu plus compliquée que cette première partie. Donc, je serai sur un biais un petit peu plus prudent et effectivement, go away en mai durant ces longs week-ends prolongés. Oui. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Étienne. Et c'est maintenant au tour d'Harry Volander de Meskert de nous parler de son fonds Meskert Premium Europe, c'est ça? MAM Premium Europe, voilà. MAM Premium Europe. Alors, je vous laisse un peu décrire ce fonds et ensuite on échange ensemble un peu dessus. Tout à fait, donc c'est un fonds que je gère depuis 8 ans. C'est un fonds qui est investi essentiellement dans les grosses mid-caps de la communauté européenne avec la possibilité d'investir
à hauteur de 10% dans d'autres pays européens, suite notamment au Brexit et aussi des valeurs suisses. Alors, sa particularité par rapport à Harry, je vais vous d'autres... demander Harry, excusez-moi, décaler un tout petit peu votre écran. On ne vous voit pas au centre de l'image. Voilà, parfait. Alors, sa particularité par rapport à d'autres fonds, c'est que c'est un fonds qui n'est ni systématiquement croissance ou value, donc c'est un fonds blend qui tient compte de l'environnement macroéconomique pour orienter ses choix sectoriels avant de faire du stock picking, bien évidemment, ce qui est également très important dans cette classe d'actifs. Alors, c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'année dernière, on a naturellement connu une baisse de notre fonds, mais qui a été plus mesurée que des fonds qui étaient uniquement orientés croissance, parce que on a naturellement intégré dans notre approche top-down la forte hausse des taux d'intérêt, qui, couplée à une valorisation qui était considérée par nous excessive de certaines valeurs de croissance, et notamment des valeurs technologiques très peu profitables. Et donc, on a allégé dès la fin de 2021 et au début de 2022 les valeurs qui avaient des multiples les plus élevés. Alors, quelle est la stratégie que nous poursuivons cette année? Donc, au début de l'année, on était relativement bien exposé au secteur financier, notamment des banques italiennes qui étaient très peu chères et certaines compagnies d'assurance. Et suite notamment à la crise bancaire aux États-Unis, mais aussi nos anticipations macroéconomiques sur un ralentissement de l'économie au cours de la deuxième partie de cette année, nous sommes sortis du secteur financier pour accroître de façon significative notre exposition aux valeurs défensives, notamment télécom et de santé, et des valeurs de croissance qui, donc certains éditeurs de logiciels, mais aussi des sociétés de services informatiques pour donc avoir une exposition à la fois croissance et défensif et de moins en moins industrielle et encore moins de matières premières. Alors, tout ça en termes de chiffres, ça se traduit comment? Quelles sont vos performances et comment vous créez cette performance? Par exemple, l'année dernière, 2022, ça a été une année compliquée, ça a été une année difficile pour les actions. Qu'est-ce que vous avez fait comme performance? Alors l'année dernière, on a fait un tout petit peu mieux que notre indice de référence qui est l'Eurostoxx Small, NR, donc qui a baissé de 15,5%, et nous on a baissé de 14,3%. Alors ça paraît que naturellement nous ne sommes pas satisfaits de cette performance l'année dernière. Il faut la mettre dans le contexte. C'est nettement mieux que nos concurrents qui sont restés en fait sur les valeurs de croissance qui ont fait le bonheur des marchés pendant les 2 années précédentes et qui ont connu des baisses beaucoup plus significatives de leurs fonds. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 8 ans depuis que je gère le fonds, nous sommes numéro 1 sur 106 fonds selon Cantalis. Alors, numéro 1 dans votre catégorie, qui est la catégorie de quoi? De small and mid cap, c'est ça? Voilà, small et mid caps européennes. Européenne. Bon, alors déjà, félicitations, bravo. Champagne, hein, comme on dit. Et cette année, les résultats, qu'est-ce que vous avez comme résultat donc, depuis le début de l'année? Et est-ce que c'est plutôt des résultats qui, sur les derniers 30 jours, fléchissent ou plutôt continuent à progresser? Alors, il y a un léger fléchissement au mois de mars dans le sillage de la baisse des small et mid caps européennes qui malheureusement sous-performent, notamment le CAC qui est vraiment l'indice très difficile à battre compte tenu de son exposition extrêmement fort aux valeurs de luxe, notamment si on inclut aussi L'Oréal dans cette catégorie-là. Donc, depuis le début de l'année, on est plus ou moins en phase avec notre indice de référence à 1% près.
sachant que c'est un indice qui connaît beaucoup d'entrées et de sorties. Et contrairement au CAC 40, les entrées et les sorties sont relativement pénalisants pour nous, alors que généralement, lorsqu'une valeur rentre dans le CAC, sa hausse est terminée. Et lorsqu'une valeur sort du CAC, notamment suite à une sous-performance marquée, généralement, c'est un signal d'achat. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Allez, on va reprendre ça. Si vous nous dites ça, c'est que vous avez quelques exemples en tête. Alors, quelles sont les valeurs comme ça qui ont été sorties du CAC? Donc, on sort une valeur du CAC parce que c'est plus une assez grosse capitalisation, c'est ça? Oui, parce que généralement, elle a sous-performé. Et donc, mais Et à force de généralement, en fait, sous-performer, elle devient une faible capitalisation. voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme exemple où c'était des signaux d'achat? Alors, sur le CAC 40, en fait, c'était à la fin de la Ouais. crise, je me rappelle, à la fin de la crise de l'Internet, lorsque la bulle Internet avait explosé. Donc, il y avait une boutade qui disait les gens vont pleurer deux fois, une fois Ouais. pour les pertes qu'ils avaient accumulées, notamment sur Vivendi, Alcatel et France Télécom, et ils vont pleurer la deuxième fois parce qu'ils les ont vendus au plus bas. Et c'était le moment où il fallait re-rentrer, notamment sur, par exemple, sur Vivendi ou sur France Télécom. Voilà. Et Donc, bon, France Télécom, on va pas faire l'émission dessus, mais donc aujourd'hui, c'est Orange. Ça vaut pas très cher. voilà, donc aujourd'hui, par exemple, nous, alors pas sur ce fonds-là, mais sur d'autres fonds, nous sommes positifs sur Orange parce qu'on estime que, d'une part, l'essentiel, en fait, son programme d'investissement est derrière nous et donc le cash flow devrait s'améliorer de façon significative dans les années à venir. Et deuxièmement, je pense que déjà en France, l'environnement concurrentiel est devenu beaucoup plus rationnel, notamment dans un environnement où des acteurs comme Iliad, fortement endettés, ne peuvent plus casser les prix de façon systématique. Et puis en Europe, on n'est pas à l'abri d'une légère concentration du secteur. Est-ce que c'est dans ce secteur de la téléphonie, c'est pas un petit peu, j'ai envie de dire, une marque de fabrique d'être endetté? Iliad est endetté, Orange est endetté, la maison mère d'SFR est endettée aussi. Oui, bien sûr, c'est un secteur qui est très capitalistique, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'essentiel des investissements dans la fibre optique qui ont fortement pesé sur les cash flows vont être un peu derrière nous. Et donc, ces opérateurs de télécom pourront se désendetter de façon significative. Et puis, il y a des opérations aussi qui se font en Europe. Alors, nous, pour parler un peu de notre fonds, donc on profite indirectement, notamment par une valeur italienne qui s'appelle Inuit, qui est un opérateur de tours pour l'industrie des télécommunications. Et pourquoi est-ce qu'on l'a acheté? En fait, d'une part, parce que c'est une valeur qui profite de la hausse de l'inflation, parce qu'ils peuvent contractuellement répercuter 100% de la hausse de leurs coûts. Et deuxièmement, c'est un titre qui se payait, qui se paye toujours d'ailleurs, mais avec une décote aujourd'hui moindre suite au beau parcours du titre, avec une décote très significative par rapport aux opérations de M&A qui ont été réalisées précédemment dans le marché. Et puis, compte tenu de cette décote très significative, bien évidemment, il y a des rumeurs de M&A et on spécule maintenant que Ardian, qui est déjà présent de façon significative dans le capital d'Inuit, pourrait racheter cet opérateur italien. Non, attends. D'accord. Et donc, c'est le principal contributeur positif à la performance du fonds, avec une contribution de 0,7 à la performance du fonds qui gagne à peu près 6,5% depuis le début de l'année. D'accord. Alors, on va revenir sur le monde du luxe. Alors, c'est vrai qu'il y a cette très forte hausse des valeurs du luxe. Ça a transformé notre Bernard Arnault national en l'homme le plus riche du monde. C'est un peu surprenant que ce soit un Français, mais bon, c'est plutôt une bonne chose. Je préfère qu'on ait l'homme le plus riche du monde que l'homme le plus pauvre du monde. Est-ce que dans votre univers, il y a beaucoup de valeurs du luxe ou est-ce que c'est fini les petites valeurs du luxe, elles ont été toutes mangées et c'est elles qui ont construit
ce monstre sacré de LVMH? Non, il y a encore quelques survivants, donc, qui sont d'ailleurs dans notre fonds. Donc, tout d'abord, Montclair, que nous aimons beaucoup, malgré une valorisation qui devient un peu exigeante. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime beaucoup Montclair? Tout d'abord, donc, la qualité exceptionnelle de son management, mais aussi le potentiel en Chine, donc avec d'une part la réouverture de la Chine, mais surtout l'ouverture de la Chine et d'autres pays asiatiques, en fait, au monde du ski. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment une intervention d'un des responsables du Club Med qui se développe de façon très significative en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Donc, c'est un engouement des Chinois pour le sport d'hiver dont profitera naturellement Moncler qui se diversifie à la fois aussi dans sa gamme de produits qui n'est plus uniquement concentrée sur la saison de l'hiver. Et puis, il y a eu aussi une diversification via la croissance externe avec l'achat de Stone Island. D'accord. Et c'est des valeurs, vous pensez qu'ils vont faire l'objet d'une opéra, mais que c'est le sens de l'histoire qu'elle soit rachetée, enfin, pas une opéra, puisque ça sera plutôt un rachat, Oui, c'est tout à entre fait guillemets, possible. américain. Donc, parmi ces valeurs, on a notamment TOTS en portefeuille, où LVMH est déjà dans Dans le capital. l'actionnariat, dans le capital, et donc on s'attend à plus ou moins bref échéance à une opération sur TOTS, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on a acheté ce titre, mais actuellement on est exposé au secteur du luxe parce qu'on s'attend à la fois à ce sont des valeurs qui offrent aujourd'hui une visibilité relativement positive avec un momentum à venir au niveau de la Chine. Et alors, dernière question, si, comme le disait Étienne Gorgeon, et comme vous disiez pas exactement la même chose que lui, mais vous étiez pas très très loin de lui, le ciel s'assombrit et les choses se complexifient. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous défendre? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit l'année dernière, j'ai fait 14, c'était mieux que l'indice, mais j'en suis pas content du tout. Comment est-ce qu'un gérant action peut se défendre quand son univers est chahuté? Alors naturellement, donc nous on est un fonds qui est uniquement long, hein, donc lorsque les marchés sont très baissiers, nous serons hélas également impactés, mais ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'on ne peut jamais connaître le retournement des marchés. On l'a vécu lors de la crise du Covid, donc sur longue période, et notre fonds, on est également une illustration parce que depuis la création, disons, sur les 10 dernières années, on a à peu près une hausse de 10% par an annualisée. Naturellement, il est toujours difficile pour un investisseur de faire du market timing, mais ce que nous allons faire, ce que nous sommes déjà aujourd'hui positionnés de façon plutôt défensive, donc on réduit de façon significative le bêta, on réduit la cyclicité de nos investissements et on est plutôt investi donc sur des secteurs plus défensifs qui devraient profiter d'une accalmie sur le front obligataire. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Là, on a fait un petit peu le tour de l'ensemble. Peut-être un petit truc, une valeur fétiche, une valeur favorite que vous avez. Vous avez déjà parlé de Montclair, peut-être une ou deux valeurs. Et Oui, donc peut-être je pense que on a une autre valeur dans notre portefeuille qui aujourd'hui brille, hein. C'est SPI, qui est une des valeurs qui est toujours pas trop chère, qui profite fortement en fait de la transition énergétique. Donc, c'est jouer la transition énergétique via une valorisation tout à fait raisonnable et via une société qui sera moins impactée par les difficultés de financement, comme certains opérateurs dans les renouvelables. Et alors, pour finir, au début de notre partie, vous nous avez dit que vous vous méfiez beaucoup des cycliques. Souvent, on a des auditeurs qui nous disent, mais qu'est-ce que c'est exactement ces valeurs et tout? Allez, citez-nous 2-3 cycliques, et si vous pouvez nous donner en 30 secondes une définition d'une cyclique, et c'est sur ces mots qu'on se quittera.
Alors, une valeur cyclique, c'est une valeur qui est extrêmement sensible au niveau de la formation de son résultat au cycle macroéconomique. Donc, on peut citer, alors les valeurs les plus cycliques sont naturellement les valeurs des matières premières. Donc, on peut citer notamment dans notre univers des valeurs de l'acier ou des valeurs comme Eramet qui ont d'ailleurs fait un sales warning hier. Donc, c'est ce type de valeurs qu'il faut éviter. Donc, des valeurs notamment de matières premières, mais aussi certaines valeurs industrielles comme le secteur de l'automobile ou dans une moindre mesure certaines valeurs industrielles. Alors, j'ai une personne qui était venue sur les ondes nous avait expliqué que l'automobile allait regagner des marges avec la montée en puissance de l'automobile électrique et que les équipementiers allaient eux aussi regagner des marges, puisque les marges sur les équipements qui vendaient étaient plus fortes que sur les équipements anciens des voitures thermiques. C'est quelque chose que vous partagez? Alors, nous sommes un peu réservé sur ce secteur. Alors, tout d'abord, au niveau des valeurs électriques, il ne vous a pas échappé la guerre de prix qui a été initiée par Tesla et qui va peser en fait sur la marge des voitures les mieux margées pour les producteurs d'automobiles. Et nous sommes extrêmement réservés en fait sur les OEM, comme on les appelle, donc sur les fabricants d'automobiles, qui sont notamment dans le mass market, donc sur des producteurs comme Renault, sur lesquels nous sommes extrêmement négatifs. Alors, au niveau des équipementiers, on est plus partagé parce que d'une part, les valorisations nous paraissent aujourd'hui extrêmement faibles et d'autre part, il pourrait profiter d'une légère amélioration des volumes et d'une forte amélioration des goulots d'étranglement qui ont fortement perturbé la production automobile de ces équipementiers. Donc aujourd'hui, nous sommes légèrement exposés sur cette industrie à travers Forestia qui nous paraît très découtée. Eh bien, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup pour ce partage de savoir. Merci beaucoup pour votre fonds, donc MAM Premium Europe. Et on vous dit à très bientôt, Harry. Voilà. C'est maintenant au tour. Merci beaucoup. C'est maintenant au tour de Marika. Alors, Marika, d'habitude, on commence les émissions. Cette fois-ci, on va la terminer ensemble. Quel effet ça vous fait de faire le final avec moi? C'est parfait, je suis prête. Vous êtes prête? Alors, cette semaine, on a décidé de parler des principales erreurs à éviter dans la gestion de son argent. Allez, C'est ça. on commence tout de suite, on va commencer fort. C'est quoi l'erreur numéro 1? Celle dont il faut se méfier comme de la peste, celle qu'il ne faut pas faire, l'erreur de débutant, l'erreur des enfants, l'erreur des amateurs. La grosse erreur, c'est laquelle? Alors, j'en ai pas une, j'en ai 5. Donc, on va y aller tranquillement, mais ouais, 5 principales erreurs et du coup, bah, on discute après de celles qui vous plaisent ou pas. Donc, le but, c'est pas de pointer du doigt, etc. C'est juste, encore une fois, d'augmenter la connaissance et du coup, bah, essayer de ne pas tomber dans le piège de ce qu'il y a. Donc, la première, c'est possiblement le manque de clarté de sa situation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de connaissance de ces chiffres. Et encore une fois, les chiffres, bah, c'est la connaissance fondamentale. On ne peut pas y échapper. Et donc, quand on ne regarde pas ces chiffres, bah, c'est possible de trop dépenser par rapport à ses revenus. Donc, il faut vraiment apporter de la conscience dans ses habitudes de dépenses. La deuxième erreur, c'est le fait de ne pas avoir de plan. Pourquoi? Parce que bah, on se dit qu'on a des buts à long terme. Ces buts, c'est plus des idées parce qu'ils ne sont pas bien définis. Ils sont dans tellement longtemps, un jour. Alors qu'en fait, on a tous besoin d'un minimum de structure et d'un minimum de direction. Et du coup, bah, il faut justement planifier un peu sans avoir non plus trop de précision, mais on a une ligne directrice, on va dire. Et ça va nous apporter un sentiment de sécurité et de la tranquillité d'esprit aussi. Pourquoi? Parce qu'on sait plus ou moins là où on va aller.
La troisième erreur, c'est ne pas commencer à investir tôt. Et donc ça, c'est vraiment le concept qui est lié sur la gratification différée. Donc en théorie, on devrait catégoriser ses buts et son argent du coup en différents segments, les segments qui dépendent en fait de la durée d'horizon. Donc on peut avoir du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc si on définit le court terme, c'est tout ce qui est de moins d'1 an, le moyen terme entre 3 et 5 ans et le long terme à plus de 7 ans. Et du coup, après, on peut décider d'utiliser son argent en se focalisant sur un but, plusieurs buts ou plusieurs taux d'horizon. Mais au moins, de les classifier, ça permet de savoir si on se focalise trop justement sur le futur et on ne profite pas assez maintenant, savoir si on profite trop maintenant et on ne pense pas au futur, etc. Donc, encore une fois, ça donne une idée. Et aussi, c'est lié au principe des intérêts composés. Et donc ça, c'est, comme disait Einstein, c'est la huitième merveille du monde. En gros, c'est le fait que les intérêts gagnent des intérêts. Et donc, à chaque fois, je prends l'image de la boule de neige. Donc, si on est en haut de la piste, il y a une micro-boule de neige qui va descendre, et plus elle descend, plus elle devient grosse, puisqu'elle prend ça fait le cercle vicieux. Et du coup, plus on est en haut de la piste, plus il y a le temps que la boule de neige grossisse et du coup fasse des petits, etc. Et donc ça, c'est vraiment la notion que l'argent travaille. Et donc c'est la même chose pour les intérêts composés. Plus on investit tôt, et plus on a le temps que justement nos intérêts gagnent des intérêts, qui regagnent des intérêts, etc. La quatrième erreur, c'est laisser ses émotions dans le processus ou laisser ses émotions impacter le processus de décision. Donc ça, c'est hyper dur puisqu'on a tous plein d'émotions. Et en général, on arrive plutôt bien à les gérer quand tout va bien. C'est quand ça se passe mal que justement, il y a des choses qui ressortent. Et donc, ça veut dire aussi qu'avoir un plan, même si ça, c'était la deuxième erreur, c'est pas d'avoir de plan, mais même si on en a un, c'est possible qu'en fait, les émotions nous fassent impacter le plan. Donc, il faut toujours bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et donc, c'est vraiment le pourquoi qui va nous permettre de rester motivés, nous permettre justement d'accepter que quelquefois, il y a de la volatilité. Mais encore une fois, on sait pourquoi on le fait et donc on accepte plus facilement. Et donc, c'est ça ce qui va vraiment nous faire tenir, entre guillemets, quand il y a des facteurs qui se passent moins bien que prévu en tout cas. Et la dernière erreur, et ça, j'ai l'impression que c'est peut-être plus récent, c'est vraiment le fait de se faire influencer et de suivre ce que font les autres. Donc, pourquoi j'ai l'impression que c'est plus récent? C'est parce que avec tout ce qui est réseaux sociaux, même les phénomènes crypto, etc., j'ai vraiment l'impression que il y a beaucoup plus de discussions, et donc ça, tant mieux. Mais du coup, on a un peu cette FOMO, donc le fear of missing out en anglais, où on a vraiment l'impression de rater le train et du coup, ah, mais si tout le monde le fait, il va falloir que je le fasse. Et du coup, on se pose moins de questions. Et encore une fois, chaque situation est hyper personnelle. Donc, ce qui va à quelqu'un, c'est possible que ça ne vaille pas du tout à l'autre. Il y a aussi une grosse question de timing, une question d'adéquation, du coup, avec sa situation, une question de connaissance, parce que tout le monde n'a pas la même connaissance. Et encore une fois, si on se fait influencer et qu'on n'a pas bien compris dans quoi on s'engage, ça peut poser des problèmes. Encore une fois, si ça se passe mal et qu'on a envie d'en sortir, etc. Et aussi, évidemment, la capacité et l'envie, qui sont deux choses différentes, à prendre du risque. Donc, quelquefois, on a la capacité pour le faire parce qu'on a des ressources consistantes, on a de l'argent de côté, etc. Mais on n'a pas forcément l'envie. Ou alors, le contraire, on aimerait bien, mais on n'a pas nécessairement la situation financière qui nous permet de prendre beaucoup de risques, du coup, qui possiblement nous fasse perdre de l'argent. Et cet argent, en théorie, on n'est pas prêt à le perdre. Voilà, donc ça, c'est les 5 principales erreurs. Et du coup, je vous renvoie la balle. Selon vous, quelle est la plus importante ou la plus commune? Alors, déjà, il y a
Il y en a une que je dirais, c'est un petit peu, je reprendrai la fin où on parle de perdre de l'argent. Donc, ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs, et surtout aux non-professionnels, que vous fassiez accompagner par un professionnel ou pas accompagné par un professionnel, sachez qu'il est impossible de gagner de l'argent sans être prêt à en perdre, et que tous ceux qui ont gagné de l'argent en ont perdu au moins une fois. Donc, la gestion de patrimoine telle que la conçoit un professionnel comme moi, ou la gestion de patrimoine telle que pourrait la faire un particulier pour son propre patrimoine, de toute façon, il y a des moments où vous allez perdre. Nous, les professionnels, il y a des moments où on fait perdre à nos clients une partie. Ça fait partie des règles, ça fait partie de l'univers. Voilà, un petit peu comme une compétition sportive. Vous ne serez jamais toujours premier et vous perdrez à un moment ou à un autre. Euh, donc, ça, je pense que c'est la première des choses. Perdre fait partie de cette gestion. Et donc, ne croyez pas que perdre est une erreur. Et là, on peut se référer à ce que disait je ne sais plus qui, je ne perds jamais. Quand je gagne. Quand je ne gagne pas, j'apprends. Je crois que c'était Mandela qui disait ça. J'en suis pas sûr. Ensuite, au niveau du temps, c'est une évidence. Malheureusement, si on ne vous l'a jamais dit et que vous avez aujourd'hui 60 ans, ce n'est pas perdu. C'est-à-dire commencer à faire ce que vous voulez faire tout de suite. Tant pis, les 60 ans avant, vous ne les avez pas utilisés, on ne vous a pas expliqué les intérêts composés, mais ça existe. Vous pourrez peut-être en faire profiter vos petits-enfants et celui qui vient peut-être de naître et qui n'a que 2 semaines, c'est peut-être le bon moment d'ouvrir un compte et de faire travailler les intérêts composés pour lui. Donc ça peut être quelque chose. Et après, c'est là-dessus qu'on va échanger. Il y en a une où je ne suis pas d'accord. Ne pas avoir de plan n'est pas une erreur. N'est pas une erreur. Et se dire, voilà, j'ai un plan, je vais faire ça, je vais aller dans cette direction, je vais aller faire dans cette direction, ça peut paraître bien, mais on peut très vite devenir prisonnier de son plan. Il y a un autre proverbe que j'aime bien, je vais vous faire partager. Quand on a la tête dans le guidon, on ne peut pas la voir au-dessus. Et c'est quand on a la tête au-dessus du guidon qu'on voit au loin. Donc, il y a les stratèges qui aiment bien avoir un plan, qui sont organisés, où tout est prévu, et qui, en fin de compte, quand leur plan ne se passe pas comme ils prévoient, alors il y a une espèce de réunion pour voir comment on va sortir de cette mauvaise passe dans laquelle le plan nous a amenés. Et il y en a d'autres qui préfèrent voguer avec prudence, voguer avec sécurité, voguer vers le but. Donc, le but, c'est l'enrichissement. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quand on est dans le patrimoine, quand on confie son patrimoine, quand on veut développer son patrimoine, on veut s'enrichir. Pour 1001 raisons, ce sera probablement une autre émission, mais on veut s'enrichir. Et est-ce que l'enrichissement requiert un plan? Donc, Marie-Caroline vous explique que oui, et moi, je vous dis, je n'en suis pas si sûr. Et c'est là-dessus que je vais vous réinterroger. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il faut un plan? Bah, faut un minimum. Moi, j'aime pas avoir un truc trop fixe. Je déteste être mis dans une case et du coup plus en pouvoir en sortir. Non, ça c'est pas bon. Par contre, oui, savoir avoir des envies, avoir des buts, c'est ça en fait, avoir un plan. Et évidemment, ce qu'on pense quand on a 30 ans, 35 ans, 50 ans, évidemment, ça va changer. Mais n'empêche, on se pose la question plutôt que on verra. Pourquoi? Parce qu'en fait, on verra. En fait, c'est prouvé aussi, par exemple, que quand on veut investir, il y a un concept qu'on appelle se servir en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où on reçoit notre salaire, il faudrait avoir un virement automatique sur un compte d'épargne, d'investissement, enfin ce qu'on a envie de fournir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous plus aptes à manager un plus petit budget plutôt que espérer d'avoir quelque chose à la fin du mois sans trop regarder. Et en fait, ce montant qu'on espère à la fin du mois sera dans 90% plus des cas beaucoup moindre que si on sert en premier. Et donc, en fait, c'est ça pour moi, avoir un plan. C'est plutôt que vraiment d'aller en freestyle et de voir ce qui reste à la fin du mois. Bah, si on a juste une idée d'un chiffre, bah déjà, ça, c'est un plan. Donc après, il faut voir
avec les mentalités. Évidemment, on n'a pas envie d'avoir un truc trop strict si c'est pas sa personnalité, etc. Mais ce concept de servir en premier, il est assez puissant et du coup, bah, ça veut dire qu'il faut déterminer un chiffre. Quel chiffre? Quelle monnaie, en fait, quel argent je prends pour moi? Et donc, pour déterminer ce chiffre, bah, faut connaître ses dépenses et donc faut connaître. Et après, il va où? Donc, c'est quoi le but? Donc, il y a forcément un peu de plan, selon moi. Eh ben, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Voilà, je vous rends à votre famille. C'est l'anniversaire de votre fils aujourd'hui. On n'a pas traîné, on n'a pas développé. On est resté assez concentré. Donc, 5 erreurs. Une où c'est loin d'être sûr que c'en est une, c'est l'histoire du plan. Est-ce qu'on doit avoir un plan? Non. Peut-être qu'une stratégie suffit. Et l'autre, les intérêts composés sont une mécanique qui vont travailler pour vous, qui vont pour vous sans s'occuper de vous. Donc pensez-y, n'hésitez pas, il y a des gens qui trouvent ça ridicule, mais n'hésitez pas à ouvrir des comptes ou à mettre un peu d'argent de côté pour des tout petits enfants qui viennent de naître. Et voilà, moi je me rappelle à notre époque, quand on essaie, c'est la caisse d'épargne qui nous offrait le livret de caisse d'épargne avec 10 francs dessus pour encourager à mettre. Et génération de gens de mon âge se sont retrouvés à leur 18e anniversaire avec un peu d'argent sur ces livrets grâce à ces intérêts. Bon, à l'époque, il y avait de l'inflation, donc ça aidait, ça allait plus vite. On va peut-être revenir avec cette inflation. Merci beaucoup, Marie-Caroline. On vous rend à votre famille. Bon anniversaire à votre fils et à Merci beaucoup. très vite. Au revoir. À bientôt. Et voilà, et cette émission, c'est terminé. Vous avez eu Marie-Caroline en dernier. Une fois n'est pas coutume. À très vite. Au revoir. La French Radio. Portugal.